Évasion. Évasion Guinée. Groupe Évasion Guinée. C'est ma télé. C'est ma télé. C'est ma radio. C'est ma radio. Groupe Évasion Guinée. Évasion Guinée. C'est ma télé. C'est ma télé. C'est ma radio. C'est ma radio. Évasion. Évasion FM 90.7. Évasion FM 90.7, témoin de l'histoire. Témoin de l'histoire. Témoin de l'histoire, témoin de l'histoire, Ataïr Maïga. Ataïr Maïga, Ataïr Maïga. À la régie, à la technique, à la réalisation, Abou Diallo. Assistant à la régie, à la technique, à la réalisation, Mamadou Diallo. Au micro, Osman Bangoura. Ataïr Maïga, bonjour. Bonjour, monsieur Osman. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Ataïr Maïga, dans la première partie de votre récit, vous avez parlé de la manière dont vous avez été expulsé du Sénégal, non sans avoir été torturé. Je dis bien torturé. Ah oui, moi je vous ai dit que les Français étant des gens très civilisés, eux soutiennent qu'il s'agit de simple lavage de cerveau. Mais bref, on vous a fait des choses... C'est la même chose que ce que l'on dénonce ici. Tout ce qu'on dit ici, on a fait ceci et cela, on a mis le courant, on a mis dans l'eau. C'est exactement ce qu'on a fait. Très bien. Ensuite, vous êtes rentré en Guinée. Par effraction, dites-vous? Oui, je suis rentré par effraction parce que d'abord, je ne me suis pas fait annoncer, je n'étais pas attendu. Et c'est l'armée française qui a franchi la frontière de la Guinée et venue me jeter sur la borne kilométrique zéro. Donc c'est vraiment par effraction. Et dès votre arrivée, vous étiez tout de suite pris en main parce qu'on vous connaissait déjà. Certaines personnalités guinéennes vous connaissaient soit physiquement, soit avaient entendu parler de vous. Seyfoulaye Diallo, à l'époque président de l'Assemblée territoriale, vous connaissez déjà. Oui.
Saïfoula, il me connaissait parfaitement, d'autant plus qu'il avait séjourné au Niger où il a dirigé des cercles d'études marxistes. Ahmed Sékou Touré ne vous avait jamais vu, mais il vous connaissait. Ahmed Sékou Touré m'avait vu effectivement, parce qu'il était grand conseiller de l'AOF quand Gabriel Darboussier était le président de l'Assemblée fédérale, et moi j'étais celui qui aidait Gabriel Darboussier à faire le quotidien de l'Assemblée fédérale. Donc, il m'a vu là et on se connaissait. Pas intimement, mais il me connaissait. Donc vous êtes rentré en Guinée et tout de suite on vous a mis à l'œuvre et vous vous êtes mis à l'œuvre vous-même. Bon, appelons ça comme ça, c'est-à-dire que je suis un militant de la révolution, je tombe dans un pays en pleine révolution, j'ai été associé aux actes posés par la révolution et j'ai assumé la part de responsabilité qui était la mienne. Et vous dépendiez directement du secrétaire général du Parti démocratique de Guinée, non pas du chef de l'État, mais du secrétaire général du Parti démocratique de Guinée. En réalité, c'est pour ma propre protection que le président Ahmed Sékou Touré a pris dès le départ cette précaution. C'est-à-dire que je ne relevais d'aucun membre du bureau politique ni du gouvernement. Je ne relevais que du secrétaire général et seulement dans sa fonction de secrétaire général du parti. Parce que le président de la République, quand il est absent, il y a un ministre qui assure l'intérim, alors que le secrétaire général, il n'y a pas d'intérim. Comme je ne relevais que de celui-là, j'étais hors de portée de tous. Les auditeurs posent la question de savoir pourquoi, dès l'entame, vous parlez de complot. Eh bien, c'est le premier acte décisif que j'ai rencontré. La Guinée venait d'accéder à l'indépendance, et pendant qu'on s'affairait pour les festivités de cette indépendance, des forces obscures travaillaient déjà pour le renversement du régime. Donc j'ai été informé de cela, comme tous les cadres qui étaient à un certain niveau dans la gestion des affaires de l'État. Et le premier complot, c'était un complot double, avez-vous dit. Il y avait les armes aux frontières, il y avait des... Non, je dois préciser que le complot avait une nomenclature beaucoup plus complexe que cela. Il y avait les caches d'armes, qui étaient des réserves d'armes qu'on devait distribuer à la population une fois qu'elle se serait révoltée. Il y a ceux qui devaient préparer cette révolte de la population, dont les anciens combattants, qui devaient créer des zones d'insécurité, et des cadres à Conakry et ailleurs, qui aussi devaient mettre la population civile en mouvement. Et en parlant du complot des marxistes-léninistes, vous avez dit que ce complot a été requalifié pour parler de mouvement subversif, pour ne pas faire de tort à l'Union soviétique. J'ai dit que ce complot était réellement un complot qui visait à renverser le régime révolutionnaire du PDG. Mais l'implication de l'ambassadeur de l'Union soviétique, Daniel Solod, nous a amené à réévaluer la situation. Parce que d'une part, l'Union soviétique était la principale puissance qui soutenait la République de Guinée sur le plan international. Mais en plus, et cela était essentiel à nos yeux, l'Union soviétique était un rempart, le soutien le plus solide de tous les mouvements de libération de notre continent. Et nous avons donc estimé que le PDG, bien que nos intérêts nationaux étaient lésés, n'avait pas le droit de sacrifier un allié de cette qualité, de cette puissance, uniquement par orgueil ou par amour propre. On a donc dit, ce complot-là, il faut le requalifier pour ne pas livrer l'Union soviétique à l'impérialisme international. Et on a donc dit que ce sont des menées subversives des enseignants. Et des marxistes-léninistes. On a dit des enseignants. Des enseignants. Voilà. Mais il y avait des militants du PAI, du Parti africain de l'indépendance. Voilà. C'est-à-dire, c'est justement à cause de tout ça, parce que c'est l'implication de ceux du PAI qui a entraîné l'ambassadeur de l'Union soviétique. Eux étant marxistes, les soviétiques, l'idéologie officielle c'était cela, donc ils avaient plus facilement accès à l'ambassade de l'Union soviétique. Ils ont réussi à mobiliser, à convaincre l'ambassadeur Solod qui leur a accordé son appui. Voilà. Et c'était le complot des enseignants. Voilà.
C'était ça qu'on a baptisé menées subversives des enseignants. Voilà. Et en 1965, rebelote, nouveau complot, c'est le complot Petit Touré. Et là, entre en action une personnalité marquante, Fodeba Keïta. Vous avez dit que c'est Fodeba Keïta qui a fait liquider Keltigui Touré, le petit frère de Mamadou Touré, dit Petit Touré. Le complot Petit Touré, en réalité, a été initié par le président Félix Houphouët-Boigny, qui lui ne pardonnait pas au président Ahmed Sékou Touré, qui est considéré comme son jeune frère, pratiquement son élève dans la lutte politique, qui l'a défié, qui a osé faire voter non, alors que lui souhaitait que tous ceux qui se réclamaient du RDA votent oui, mais qui non seulement a fait voter non, mais a réussi à imposer sa personnalité à l'échelle de l'Afrique et du monde. Et ce qui a d'ailleurs éclipsé l'aura de Félix Houphouët-Boigny, qui avant cela passait pour le faiseur de rois ou de choses en Afrique, surtout en Afrique sous domination française. Alors, voilà que son jeune frère le défie, il fait voter non, et le monde entier l'admire, le félicite, il est choyé de partout. Oufou en a pris ombrage. Ce n'est donc pas seulement d'ailleurs Oufou et même les autres chefs d'État de la sous-région, ce n'est pas par patriotisme que 2 ans plus tard ils ont exigé l'indépendance. C'était par orgueil, leur amour-propre étant blessé, ils ont bien vu qu'ils avaient fait le mauvais choix et que celui qui pouvait les ennoblir, les élever, c'était le choix de l'indépendance auquel ils avaient tourné le dos. Donc, c'est pour ce motif qu'eux également ont cherché à accéder à l'indépendance. Donc eux, ce n'est pas par patriotisme, ce n'est pas parce qu'ils voulaient respecter le choix de leur peuple. Le peuple, depuis l'origine, était pour l'indépendance, c'est eux qui étaient contre. Maintenant, quand Houphouët a conçu l'idée, c'est-à-dire pour Houphouët, l'audience du président Ahmed Sékou Touré était liée au fait qu'il était un descendant de l'Almami Samori Touré. Son raisonnement n'était pas allé au-delà. La France aussi, certainement, le croyait. C'est pour cela Houphouët a imaginé qu'il fallait opposer au président Ahmed Sékou Touré un autre descendant de l'Almami Samori Touré. C'est ainsi que Keltigui Touré, qui était simple commerçant en Côte d'Ivoire, illustre Mamadou Touré. Ouais, Petit Touré dit Mamadou Touré dit Petit Touré, qui était un illustre inconnu en Guinée. C'est sur lui que le choix d'Houphouët s'est posé et la France l'a soutenu. En se disant, comme maintenant il a en face de lui un autre fils de l'Almami Samori Touré, et même un descendant beaucoup plus direct, donc quand ils feront le coup, les Guinéens adhéreront massivement à leur nouveau choix. Très bien. Et en 1969, un autre complot. Je ne vais pas parler de Crédit. Oui, d'accord. Parce que ça oui, justement. Donc, le complot Petit Touré est éventé, les arrestations ont lieu, et c'est oui. Au moment du complot Petit Touré, Fodeba Keïta était le tout-puissant ministre de la Défense, de l'Intérieur et de la Sécurité. Mais avant ce complot, la gestion des détenus politiques ne relevait plus du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, mais d'une commission nationale dirigée par un membre du bureau politique, en l'occurrence Léon Maka. Pourquoi? Eh bien parce que le complot qui avait précédé, c'est-à-dire les menées subversives des enseignants, ont révélé le fait que Fodeba avait une tendance exagérée à vouloir tout mettre en œuvre pour que le camarade El Hadj Saïfoulaye Diallo, secrétaire politique du PDG, soit mis en cause. Simplement parce que dans ce complot, il y avait 3 ou 4 éléments qui étaient des cousins directs de Saïfoulaye. Baldé Muntaga, Assimi ou... enfin j'ai oublié, mais enfin ils sont 3 ou 4. Colon Diallo. Donc tout ceci étaient des cousins directs de Saïfoulaye. Fodeba, qui était déjà informé, qui suivait ce complot depuis le départ, s'était tu là-dessus. Parce qu'il voulait que la chose évolue, que ça pourrisse, pour que quand ça va éclater, Saïfoulaye soit éclaboussé. Alors, le complot a éclaté, mais
comme la gestion ne relevait plus directement de lui, il n'a pas pu manœuvrer comme il le souhaitait. Et la preuve qu'il vraiment il cherchait à manœuvrer, Léon Maka a divisé la commission nationale d'enquête mise en place sous sa présidence en 3 sous-commissions. La première siégeait au camp Alpha Yaya Diallo et était présidée par le camarade Jean Faragbe Tunkara. La seconde sous-commission siégeait au camp Almami Samori Touré et était présidée par Fodeba Keïta et comme vice-président Tal Habib. Et enfin, la troisième, présidée par Léon Maka lui-même, siégeait au camp de la garde républicaine. Donc, et c'est Léon Maka seul qui avait la latitude de répartir les prévenus entre les différentes commissions. Et comme il avait déjà une ligne de conduite très stricte sur ce point-là, les éléments que Fodeba voulait sous son contrôle et auxquels il voulait faire avouer des choses qui allaient dans le sens sévère, lui ont échappé parce que Léon Maka les a envoyés dans une autre direction. Fodeba donc ne siégeait même pratiquement plus au camp Samori. Il faisait le tour de toutes les autres sous-commissions comme s'il était devenu superviseur de la chose. N'empêche, il n'a pas pu atteindre ses objectifs. Voilà ce qui s'était passé. Et Fodeba donc, alors, compte tenu de cela, quand le second complot, celui de Petit Touré, a été éventré, Fodeba était encore ministre de la Défense, de l'Intérieur et de la Sécurité. Il devait aller en mission de l'État, il était ministre de la Défense, il allait à une mission gouvernementale au Sénégal. Il réunit ses complices militaires, parce que dans ce complot Petit Touré, il y avait également des militaires qui étaient impliqués. Il réunit les militaires. Il leur dit, bon, il va en mission au Sénégal, mais si on touchait à ses prérogatives à son absence, il leur demande de passer immédiatement à l'action, entendez, à exécuter leur projet de coup d'État. Et il réunit les prévenus, c'est-à-dire tous ses complices dans le complot Petit Touré, il les réunit et leur dit, à l'occasion de l'interrogatoire, qu'il leur demande formellement de nier absolument tout, que lui se chargerait après de les faire libérer. Tous les autres étaient d'accord parce qu'ils croyaient aussi à l'omniscience ou à l'omnipotence de Fodeba, qui était vraiment tout puissant. Mais il y avait un là-dedans qui a un sens très élevé de la dignité et de l'honneur. Il s'appelait Kélétili Touré. Il était le jeune frère direct de Mamadou Touré, dit Petit Touré. Lui, il dit qu'il ne se rabaisserait jamais à mentir. Que si on lui pose la question, il dira la vérité. Fodeba a tout fait pour l'en dissuader, il n'a pas réussi. Désespérant de le convaincre à sa philosophie, il donne l'instruction de l'éliminer. Et il donne les moyens de son élimination. Il s'en va à Dakar. Pendant son séjour, on n'a pas touché à ses prérogatives. Mais les autres ont eu le temps d'éliminer Kélétili Touré. Il revient, tout était calme et normal. C'est quelques jours après que Jean Faragbe Tunkara a su qu'effectivement c'est lui qui a donné l'ordre. Parce que lui aussi il était un détenu, il était même théoriquement il était plus responsable que Fodeba puisqu'il était membre du bureau politique. Alors, Jean Faragbe apprend donc que c'est Fodeba qui a ordonné d'assassiner Kélétili Touré. Il est rentré dans une fureur indescriptible ce jour-là. Il a appelé Siaka, il lui a amené beaucoup de papiers et plusieurs bics. Il a des choses importantes à porter à la connaissance du chef de l'État. Ce que Siaka a fait avec diligence. Il s'est assis du matin jusqu'au soir, c'est pratiquement la nuit qu'il a fini la rédaction de cette révélation-là. C'était pratiquement un livre. Et la nuit même, Siaka a apporté le document au président. Le président donc prend connaissance de cela. Et auparavant, le président avait reçu Fodeba et sa maman quand ils avaient pris des engagements. C'est-à-dire que le président s'était engagé à ne rien faire à Fodeba. Alors, donc, quand le président donc a appris il a su que c'est Fodeba qui a fait cela et il était dans le complot et voilà ce qu'il a fait, le soir, un décret tombe, Fodeba tombe,
de façon vertigineuse, de tout puissant ministre de la Défense, de l'Intérieur et de la Sécurité, il devient simple secrétaire d'État à l'économie rurale. Il a bien compris. Donc. Sauf que Fodéba n'a pas su de quel côté lui est venu le coup. Son erreur est sur cela. Il a pensé que c'est Ismaël Touré. Lui croyait que seul Ismaël pouvait monter le président contre lui. Ce qui était une erreur. C'est le rapport de Jean Faragouin qui a fait que lui l'a chuté du jeu. Mais il ne le savait pas. Donc il continuait à guerroyer contre Ismaël. Donc il se trompait d'ennemi, pour la circonstance en tout cas. Alors, Kélétigui, la mort de Kélétigui a été un déclencheur. C'est-à-dire que le président n'a pas compris comment Fodéba, un haut responsable, peut s'amuser à éliminer quelqu'un. Bien sûr, il comprenait que Fodéba étant impliqué, il voulait le silence de celui-là. Mais il a trouvé ça quand même un peu cynique, et c'est pour cela qu'il l'a enlevé. Nous avons un autre complot, c'est le complot de 1969, dont vous dites que il a été dénoncé par le FLNG, Front de Libération Nationale de la Guinée. Bien. C'est-à-dire, alors qu'un consortium international comprenant la République fédérale d'Allemagne, la première puissance économique et industrielle de l'Europe, la France, le Portugal, avec l'assurance de l'appui de l'OTAN, était en train de préparer l'agression. C'était un projet d'envahissement du territoire national. À l'origine, c'était un véritable envahissement, puisque des soldats devaient être parachutés à différents points du territoire national. Ça veut dire que vraiment c'est une occupation du territoire. Pendant ce temps-là, il y a eu entre-temps des réflexions à leur niveau autour du problème, et ils se sont rappelés qu'au Mali, à Bamako à côté, le président Modibo Keïta a été éliminé par un coup d'État très simple qui n'avait mobilisé que quelques soldats. Donc, et surtout, la France ne voulait pas partager le fruit de la reconquête de la Guinée. Elle ne voulait pas. Elle voulait toutes les richesses de la Guinée pour la France. Or, le projet d'agression impliquait d'autres puissances, l'Allemagne, le Portugal notamment, et donc le butin devait être partagé. Alors la France a donc imaginé qu'un coup comme celui monté contre le président Modibo Keïta serait à son avantage et ne coûterait rien. Voilà pourquoi et lui, et la France et le président Félix Houphouët-Boigny ont privilégié le truc du complot Kamam Fodéba. Mais ce complot ayant échoué, ils sont revenus à la case départ. Et il fallait... Bon, non, le complot n'avait pas encore échoué. Quand le complot était en préparation et en cours d'exécution, c'est la France qui va voir le FLNG, c'est le service secret français, qui prend langue avec le FLNG, c'est-à-dire le Front National de Libération de la Guinée, dirigé par Sirajou Diallo. Enfin, il y avait Sirajou, ils sont nombreux. Il y avait Sirajou, il y avait le commandant Diallo, il y avait le colonel Diallo, je crois. Commandant Tierno Diallo. Voilà. Hein? Commandant Tierno Diallo. Voilà. Bon, et beaucoup d'autres, enfin, dont Souma David, etc. Alors, la France voulait que ce soit son coup avec les militaires là qui l'emporte. Et elle va dire donc à ceux du FLNG de mettre en sourdine le projet d'agression, parce qu'ils étaient très avancés. Il restait quelques modalités, dont la fixation de la date, et voilà, quelques petits détails. Alors, mais les services secrets ont commis une faute. Ils ont révélé... Les services secrets français. Enfin, ils ont commis une faute parce qu'ils ont révélé à ceux du FLNG l'identité de certains des acteurs de ce putsch militaire. Ils ont cité notamment Kaman Diaby, Koumbassa Ali. Ça déjà, les autres ont commencé à tiquer, ils ont dit mais comment? Ça ce n'est pas un complot propre, parce que s'ils réussissaient, eux n'auraient que la portion congrue. C'est pour cela qu'ils ont décidé de sacrifier ce complot-là
au profit de l'agression qui les impliquait directement, et ils pensaient que là, le partage, c'est eux qui décideraient. Ils ont fait semblant d'accepter le dictat français, mais en réalité, ils ont saisi leur agent qui était du FLNG et qui était assez introduit au sein du régime du PDG, c'était Émile Cissé. Eux cherchaient à faire d'une balle deux coups. D'abord, faire échouer le complot des militaires, et ensuite renforcer l'audience de Émile Cissé auprès du président pour que dans le cadre de l'exécution de leur propre projet, Émile soit en bonne position pour éventuellement être celui qui va éliminer physiquement le président Sékou Touré. Émile donc, sans dire lui le nom des acteurs, vient trouver le président et lui dit qu'il y a beaucoup de bruit à l'Abbé, des militaires se préparent à faire un coup de force, comme ce qui s'est passé au Mali. Mais il ne donne pas de nom parce que les autres ne lui avaient pas donné de nom. Le président l'écoute gentiment. Vous savez, le président Sékou Touré avait une qualité. Il ne décourageait jamais les militants qui venaient le voir spontanément et lui porter des informations. Mais il ne connaissait pas les performances d'Émile Cissé. Pour lui, Émile Cissé est un enseignant, un homme très intelligent, voilà, il a beaucoup de qualités. Alors, il ne voulait pas le décourager, il dit donc, d'accord, on va vérifier ça. C'est ainsi que le général Lansana Diané, qui entre-temps était le ministre de la Défense, de l'Intérieur et de la Sécurité, a été dépêché à l'Abbé pour voir ce problème, et voilà. Lansana Diané donc fait le déplacement, il va à l'Abbé, il se fait entourer du bureau fédéral, ils examinent le dossier. Alors, sa conclusion, ça a été que 3 officiers, je crois Namori Keïta, Mbeng, Kamara Amadou Dimbeng, et un autre, je me rappelle pas, Kumbasa Ali. Donc, ceux-ci étaient accusés par la troupe de mener presque subversif parce qu'ils faisaient tout pour mécontenter les hommes de rang. Lansana Diané, il prend un raccourci, il dit bon, les 3 officiers là, il les enlève de l'Abbé. Donc, ils n'ont qu'à aller à Conakry, à partir de là-bas, il va les muter. Mais il a commis une faute. Ces 3 officiers commando parachutistes. Il réserve des places dans l'avion, dans Air Guinée, il les met donc en route pour Conakry, en transitant par Cancan, mais il prend soin de les faire accompagner, disons encadré par un inspecteur de police, un jeune inspecteur de police, Mamadou Boiro, dont l'argument principal était qu'il avait un PMAK et un PA pour escorter des commandos parachutistes. Le voyage l'Abbé-Cancan s'est passé sans problème, mais le chemin de retour Cancan-Conakry, les parachutistes ont profité pour faire une prise de judo à Mamadou Boiro, ils lui ont brisé la colonne vertébrale, il est mort, et ils sont emparés de ses armes pour se rendre maître de l'appareil. Ils ont jeté le corps de Mamadou Boiro dans le vide, en route vers Dabola. Alors, ils disent donc aux pilotes de retourner, de s'orienter vers la Côte d'Ivoire. C'est vous dire que c'était le lieu le plus sûr pour eux. Les pilotes qui étaient patriotes ont examiné la situation et ont dit avec le carburant qu'il y a dans les réservoirs, ils n'arriveront pas en Côte d'Ivoire, l'avion tombera en cours de route. Ils réfléchissent, ils disent bon, maintenant d'aller vers le Mali. Vers le Mali, parce que Moussa Traoré, qui avait pris le pouvoir à Bamako, était promotionnaire de Mbengue. Ils ont fait la même promotion. Donc, le pilote fait semblant d'obtempérer et ils vont. À un moment donné, ils annoncent aux militaires qu'attention, le carburant qui est dans le réservoir, ce qui reste, ça ne peut pas leur permettre d'atteindre Bamako. Mais qu'ils ont l'avantage déjà d'être au-dessus du territoire malien. Et ils aperçoivent un gros village malien, donc ils pensent qu'en se posant là, ils ont le secours nécessaire pour que les officiers là arrivent à Bamako. C'est ainsi qu'ils ont atterri. Il se passe que le gros village malien en question était un village guinéen
du nom de Malaya, dans Sigiri. Alors, dès qu'ils sont sortis, tout ça, les pilotes ont donné l'alerte, la population s'est mise à leur trousse. Finalement, tous les trois ont été appréhendés, ligotés comme il faut, et reconduits à Conakry. C'est quand, à leur arrivée, le président a été informé que ces trois officiers ont eu le cynisme d'éliminer Mamadou Boiro et lâcher son corps dans le vide, qui s'est dit, mais pour que ceux-là fassent un tel acte, il faut qu'il y ait des intérêts beaucoup plus grands que lui ne croyait, que lui ne soupçonnait même pas, et qu'il cherche à protéger. Il a donc dit, maintenant, il faut renforcer l'équipe de Lansana Diané pour mener une enquête plus approfondie. C'est ainsi que Makasuba Moriba, qui était secrétaire d'État à l'intérieur, s'est ajouté à eux avec Diara Traoré et d'autres membres du comité d'unité militaire. Ils sont partis donc à l'Abbé. Alors, à l'Abbé, les enquêtes ont révélé que non seulement la hiérarchie au camp là-bas était impliquée, mais qu'il y avait des cadres de l'armée qui étaient eux à Conakry. Il y avait un certain Sangwan Kouyaté, il y avait Diallo Tcherno, il y avait, enfin je ne me rappelle pas de tous les noms, quand je me rappellerai de cela, je vous le dirai. Alors, il y avait tout ceci là-bas. Donc, ils ont le comité militaire, non pas comité militaire, le comité révolutionnaire a été saisi donc du dossier et l'enquête approfondie a révélé qu'en plus de ceux-là qui avaient été cités, parce qu'ils ont été interpellés et interrogés, qu'il y avait des cadres supérieurs tels que le cadre supérieur comme Kamandjabi, Karim Fofana et même des civils tels que Bari Diawadou étaient impliqués. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que la chose a été démantelée. Nous retenons que le complot a été dénoncé par le FLNG. Le complot de 1969, complot Kaman Fodeba, a été dénoncé par des ennemis de la révolution. Ouais. Et venons-en maintenant à cette affaire, la plus grosse affaire, l'agression du 22 novembre 1970. S'il vous plaît, d'abord, on dit que l'agression était connue et que le président Ahmed Sékou Touré savait à l'avance que nous serions agressés, mais qu'il était de connivence, qu'il était de mèche avec les Portugais. C'est là le comble du cynisme, de la malhonnêteté intellectuelle et morale de ceux qui ont affirmé cela. Pourquoi? Le président Ahmed Sékou Touré, c'est le 14 novembre, un samedi. C'est moi qui l'ai informé que l'éventualité de l'agression qui était prévue aura lieu entre la date là, le 14 et 14 novembre et le 20 novembre. Et le 20 décembre. Alors, et ça s'est passé de la façon suivante. C'est moi qui suis allé à l'Abbé pour remplacer Émile Cissé. Or, Émile Cissé, la veille de ma venue à l'Abbé, avait fait un tour à Conakry et avait convaincu le président de le laisser en place jusqu'au 20 décembre. C'est lui qui a demandé jusqu'au 20 décembre. Mais, quand il m'a expliqué le problème, j'ai compris qu'il s'agissait là d'un message codé. Pourquoi le 20 décembre? C'est que le 20 décembre avait une signification particulière pour lui. En réalité, le 20 décembre était la date butoir qui était retenue pour l'agression. C'est-à-dire que si, jusqu'au 20, il n'y avait pas eu d'agression, le 20, nécessairement, l'agression aurait eu lieu. C'était ça la réalité. Et Émile Cissé, comme tous les dirigeants de la 5e colonne, savait cela. Donc, mais personne ne pouvait dire quel jour l'agression aura lieu. C'est pour ça que Émile avait dépêché auprès de Sadou Bobo Diallo à Dakar 2 émissaires. Baldé Lambin, un ancien parachutiste français, et Tafsir, un tailleur, pour aller s'enquérir de nouvelles et lui dire exactement quand est-ce que l'agression aura lieu. Donc quand il est venu voir le président, parce qu'il était question de le muter,
il a dit au président que lui, il n'est pas contre le principe de sa mutation. Écoute, il est un fonctionnaire et c'est normal qu'on le mute. Mais qu'il demande au président la faveur de le laisser à l'abbé jusqu'au 20 décembre 1970. Qu'après ça, on peut l'enlever. Le président n'avait pas accordé une grande importance à cette date. Parce que son problème, c'était qu'il fallait que Émile quitte et pour que j'aille le remplacer. Mais quand Émile m'a entrepris, c'était pour me convaincre, moi, de la nécessité... Donc, vous êtes parti à l'abbé pour remplacer Émile. Et c'est là que Émile vous entreprend. Émile m'entreprend, il veut me convaincre absolument qu'il était nécessaire, voire indispensable, que lui reste à l'abbé jusqu'au 20 décembre, ça, pour la défense de la Révolution, parce qu'il avait dépêché auprès du front des émissaires qui, selon lui, revenaient incessamment avec des informations capitales pour la Révolution. Donc il a tout fait pour me convaincre. N'ayant pas réussi, là, il m'amène devant la carte. Et il me montre tout le topo de l'agression. Là où on doit infiltrer les gens, là où on doit en parachuter, les moyens. Et enfin, il m'a tout expliqué. Mais ça, c'était le plan initial, là, qui a subi de profondes modifications après. En raison du fait qu'ils ont tiré les leçons, aucune armée, même la plus puissante, qui enverrait ses troupes éparpillées sur un vaste territoire ennemi, ne peut être assurée de remporter la victoire. Les Français ont fait l'expérience au Vietnam, la conclusion a été trouvée à Dien Bien Phu. Les Américains ont fait la même expérience au Vietnam. La conclusion a été trouvée lors de l'assaut de Saigon. Donc, les stratèges occidentaux savent parfaitement que l'envahissement d'un territoire ennemi n'est pas à la portée de n'importe quelle armée. Donc, dans ce projet-là, ils se sont dit que le plan initial n'est sûrement pas le meilleur. Et c'est pour cela qu'ils ont voulu que l'agression occupe un espace moins vaste, que le théâtre des opérations se résume à la ville de Conakry. La ville de Conakry, ils ont trouvé de bons prétextes pour dire que la ville est imprenable. Il y avait plusieurs camps militaires, il y avait la milice, il y avait la gendarmerie, enfin, il y avait tout ce qu'il fallait pour défendre une ville. Ils ont donc, c'est ainsi qu'ils ont réussi à convaincre ceux du PAIGC, parce qu'une des exigences des Portugais, c'était d'abord que leurs prisonniers soient libérables. Donc il ne faut pas qu'on les laisse à l'arrière-pays là-bas et venir faire la guerre à Conakry. Donc ils exigeaient que les prisonniers soient transférés à Conakry. La 5e colonne y a veillé et l'a obtenu. Ils ont également exigé que les MiG de l'aviation guinéenne, qui avaient déjà été sabotés à la diligence du capitaine Silla, qui était le premier responsable de l'aviation, mais il n'était pas encore chef d'état-major de l'armée de l'air. À sa diligence, ils avaient saboté tous les MiG. Que pourtant, les Guinéens avaient vu le 2 octobre qui a précédé le 22 novembre, le 2 octobre, donc, ces avions ont sillonné le ciel de Conakry en parade militaire. Donc, ils se portaient très bien. Non, 2 mois après, ils sont tous en panne. Les Portugais, donc, exigeaient, maintenant qu'ils sont en panne, de les détruire quand même. Ensuite, les Portugais avaient une autre exigence. Les vedettes de la marine guinéenne devaient toutes être sabotées pour qu'elles ne puissent pas participer à la défense de nos côtes. C'était la condition sine qua non du débarquement par péniche. Ils l'ont obtenu. Alors, dans ce cas également, ils l'ont obtenu de qui? Ils l'ont obtenu du FLNG et de leur agent de la 5e colonne qui était représenté à Conakry. Pourquoi? Le samedi 21 novembre, un commando d'élite de la marine portugaise qui était au large vers Fotoba débarque par péniche, rentre dans le port de commerce de Conakry, sabote les 9 vedettes de l'armée guinéenne et celle du PAIGC pour les rendre inopérationnels. De 18h à 18h30, ce travail était accompli. À ce moment, le président était à Bellevue. Personne ne l'a informé. Et j'attire votre attention sur le fait que, au port de commerce de Conakry, il y avait la marine elle-même qui avait d'ailleurs son état-major, il y avait
la gendarmerie, il y avait la milice, il y avait la police, enfin, toutes les forces de sécurité étaient là. Personne n'a alerté le chef de l'État en l'informant que les vedettes de la marine ont été sabordées. Sabordées. Ont été sabordées. Alors, ce qui est la preuve que la complicité au cours de cette agression était tellement étendue et tellement profonde que vraiment il faut dire, c'est Dieu qui a sauvé la Guinée. Oui, mais s'il vous plaît, je reviens à la question précise de savoir, est-ce que le président Ahmed Sékou Touré avait pris langue avec les Portugais autour de l'agression? Comme on semble le dire, on dit qu'il était de connivence avec eux. Mais je vous ai dit que d'abord cette accusation est plus que criminelle. En aucune manière le président ne peut faire cela. C'est d'ailleurs quand il a reçu ma note. Voilà. Ma note disait ceci: camarade président, dès la réception de la présente note, il faut mettre en état d'alerte maximum tous nos services de sécurité. À compter de ce jour jusqu'au 20 décembre inclusivement, à n'importe quel moment, la Guinée peut faire l'objet d'une agression extérieure. Le même jour, le président a envoyé des messages radio dans toutes les régions pour demander à tous les fonctionnaires d'autorité de rester à leur poste, d'élever le niveau de vigilance et de ne quitter leur poste sous aucun prétexte. Jusqu'à nouvel ordre. Lui n'a pas dit jusqu'au 20 décembre, c'est jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'un chef d'État peut faire. Ce n'est pas au président de la République de mettre un fusil à l'épaule et s'aller sur chaque centimètre de frontière pour défendre nos frontières. Il a donc donné des instructions à tous ceux qui avaient mission de défendre l'intégrité du territoire. Maintenant, quand l'agression a eu lieu, la preuve que c'était justement les autres, et pas le président Sékou Touré, c'est les autres qui savaient ce qui se passait. Je vous cite un ouvrage. Un des agents de la 5e colonne, Alpha Abdoulaye Porto Diallo, nous a expliqué comment il s'est rendu à la présidence. Vous pouvez relire son livre. Il était le seul qui soit le plus serein, le plus calme, le plus lucide au milieu de ce fracas de bombes et d'obus. Pourquoi? Je connais Portos, et certainement beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est pas un bravache, c'est pas celui qui va en guerre, non. Mais lui savait de quoi il s'agissait. Les autres ne savaient pas, c'est pour cela qu'ils étaient inquiets. Et c'est ainsi qu'il avait profité de cette supériorité-là pour prendre des initiatives, faire des trucs, etc. Donc, c'est vous dire que la 5e colonne était si introduite dans les structures de l'État et du parti qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ces gens-là. Et ils l'ont prouvé. Vous avez donc cité Portos. Son livre, c'est La vérité du ministre. Ouais. Et c'est dans ce livre qu'il relate comment il est arrivé à la présidence de la République et pour être, dit-il, porter assistance au président Ahmed Sékou Touré. Je n'ai jamais vu un homme plus hypocrite que celui-là. Il n'est pas venu pour porter assistance au président Sékou Touré. En venant au palais, il était en mission du FLNG en tant qu'élément de la 5e colonne. En fait, les rôles étaient distribués parmi les cadres de la 5e colonne. Si le président avait passé la nuit à Bellevue, c'est Barry III qui devait rester à ses côtés pour l'obliger à rester sur place en attendant que le commando chargé de l'assassiner vienne l'y trouver et l'assassine. Il se passe que le président a décidé d'aller passer la nuit au palais. Et cette éventualité avait été retenue par la 5e colonne. Ils avaient donc décidé, au cas où ce serait au palais, c'est Alpha Abdoulaye Porto Diallo qui devait s'y rendre, l'y fixer avec le même but, c'est-à-dire faire en sorte qu'il soit là jusqu'à ce que le commando chargé de l'assassiner vienne le tuer là, sous ses yeux. Donc c'est un homme cynique. Quand il est venu porter assistance, il portait assistance à qui alors? Le copain, c'est Sékou Touré. Alors, il est venu avec ce but. Mais il avait un superviseur, c'était Barry III.
C'est pour cela, ici, dans son livre, parmi les ministres qui sont venus le trouver là, il y avait Barry III. Barry III était venu là pour s'assurer que leur agent qui avait mission de rester sur place et de fixer le président était en poste. C'était le cas. C'est pour cela, immédiatement après, il est parti sur d'autres fronts. Donc les rôles étaient répartis. Voilà ce qui s'est passé. Donc quand lui, il fait croire qu'il est venu pour porter assistance au président, c'est parce qu'il prend tous les Guinéens pour des idiots. Et en tout cas, le président, lui, très tôt, a compris. Mais le président veut toujours des preuves avant de prendre quelques mesures. Pendant tout ce temps, il savait bien que Porthos n'avait pas été très loyal là. Mais le président avait un défaut, il croyait en la vertu de la jeunesse. Porthos était jeune. Bon, il se disait, de toutes les manières, certainement, on l'a embrigadé, on l'a entraîné dans ça, mais avec le temps, il comprendra. Voilà pourquoi il le tolérait. Ce n'est pas parce qu'il ignorait que Porthos était un traître, il le savait. Et il le savait parce que le matin même de l'agression, entre 8h30 et 9h, le téléphone sonne, c'est Porthos qui prend, parce qu'il était venu s'incruster là comme standardiste de la présidence. Donc toutes les communications téléphoniques, c'est lui qui les recevait, et il a profité évidemment pour faire le tri. Il y en a qu'il fallait éliminer, d'autres qu'il faut, enfin, il faisait son travail de sabotage. Alors, le téléphone sonne, il décroche, son correspondant fait véhément, vraiment il vociférait, il est mécontent, il faut qu'on lui donne une arme, il voit des salopards sur la plage en train de communiquer avec le bateau amiral, etc. Il parle, et puis finalement il dit les noms de ceux-là, il dit des membres du gouvernement, il dit Baldé Ousmane, Barry III, Bagasouba Moriba et le commissaire de la routière. Dès qu'il a dit ça, Porthos a basculé en anglais, puisqu'il est bilingue. Pour que le président qui était assis dans le divan à côté ne comprenne pas. Mais cette langue était la langue justement de son correspondant. C'était, le président lui demande, il dit, mais c'est qui ça? Il est bien obligé de dire, il dit, c'est Karmikaël. Le président lui passe le mot. Il lui passe Karmikaël. Et le président dit, quand Karmikaël a fini de lui dire ce qu'il avait dit à Porthos, le président lui dit, prends la caméra de l'ambassadeur de la Tanzanie et filme-les. Cet ambassadeur de la Tanzanie est encore vivant. S'il est certainement en Tanzanie, il peut témoigner. S'il vous plaît, pour bien fixer les choses. Donc, Stokely Carmichael se trouvait chez l'ambassadeur de la Tanzanie, laquelle résidence jouxte la plage. Et il se trouvait sur cette plage un certain nombre de ministres. Et Carmichael a décidé d'informer aussitôt le président, mais tombe sur Porthos. Et le président informé demande à Carmichael de filmer la scène. Ce que Carmichael a fait consciencieusement. Et aux environs de 10 heures, il a amené le film de cet événement. Porthos le savait. Voilà pourquoi, quelques minutes après, dans toute la ville de Conakry, on chantait que Carmichael était un agent de la CIA. On voulait amoindrir la portée réelle de l'information qu'il venait de fournir à la Révolution. On le faisait passer pour un agent de la CIA. Donc, s'il vous plaît, pour la compréhension des jeunes, Stokely Carmichael, qui s'appellera plus tard d'ailleurs Kwame Touré, qui était-il? Carmichael était un militant des Black Panthers. Américain. C'est-à-dire, c'est une fraction de Noirs américains qui étaient radicalisés, qui étaient vraiment des révolutionnaires. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il était exclu qu'il soit un agent de la CIA. Rien que pour ça, même les Américains n'auraient jamais fait confiance. Alors, Carmichael donc, qui avait choisi la Guinée comme patrie, était là et voyait des ministres du gouvernement qui trahissaient le gouvernement. Voilà pourquoi il a tenu à informer le président. Mais Carmichael s'est trouvé à l'ambassade, à la résidence de l'ambassadeur de Tanzanie, parce que dans la nuit de l'agression, là où il était, il ne se trouvait pas en sécurité. Avec son épouse, Myriam Makeba, ils sont venus se réfugier chez l'ambassadeur de la Tanzanie. Donc quand le jour s'est levé, ils étaient là. Donc c'est quand il a vu ces gens-là, lui il était sur la terrasse pour voir, et quand il les a vus, il a téléphoné. Il a téléphoné et il a filmé. Or, le président lui a demandé de filmer, il les a filmés avec la caméra de l'ambassadeur de la Tanzanie. J'insiste là-dessus parce que cet ambassadeur-là, je pense qu'il est vivant, en tout cas je le lui souhaite, il peut témoigner. C'est sa caméra qu'il a donnée, c'est avec ça que Baldé Ousmane, Barry III,
Bagasouba Moriba et Keita Kara de Soufiana ont été filmés. Et ça explique pourquoi ces 4 ont été pendus au même endroit. Sinon, Keita Kara n'est pas membre du gouvernement. Donc, pour qu'il ait cet honneur-là, voilà, il a fallu le film qui atteste qu'il a commis le même crime que les autres. Donc, ils avaient droit à la même sanction. L'agression du 22 novembre 1970 est un événement qui non seulement a beaucoup agité la Guinée, mais surtout a beaucoup divisé les Guinéens. On dit souvent que c'est une agression, bon, ça a eu lieu, mais les personnalités qui en ont pâti n'avaient rien à voir et que la 5e colonne était une invention pure et simple du président Ahmed Sékou Touré. Mais vraiment, ça c'est des questions stupides. Ceux qui disent ça ne sont pas seulement des idiots, c'est des gens cyniques. Tous les Guinéens ont vécu l'événement. Il y a plusieurs centaines de Guinéens qui sont morts dans les rues à Conakry. Ça, ce n'est pas une invention. Quand on veut faire croire que le président Sékou Touré y était pour quelque chose, c'est précisément ça, la preuve de leur mauvaise foi. Eux cherchaient à éliminer le président Sékou Touré. S'ils savaient que le président Sékou Touré était réellement impliqué dans cette agression, et les Portugais eux-mêmes, sachant que le président Sékou Touré était impliqué, et en voulant mortellement au président Sékou Touré pour son aide au PAIGC, le Portugal aurait été le premier pays à divulguer tous les faits. Or, jusqu'à la date où nous sommes, il ne se trouve pas un seul Portugais pour revendiquer une alliance avec le président Sékou Touré dans l'agression. Donc ça veut dire que ceux qui disent ça, ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui se noie, il voit une brindille passer, il s'accroche en pensant que ça va lui servir de bouée de sauvetage. Ils mentent, ils sont conscients qu'ils mentent. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas la vérité, ils savent. Tous ces gens-là que je vous dis, tous ces ministres qui étaient là-dedans, avaient des rôles à jouer le jour de l'agression. Il n'y a pas un qui était désœuvré. Et chacun était à son poste de combat. Mais ils ont été surpris parce qu'ils s'attendaient à voir la population se soulever. Eux pensaient que la pression était telle que la population n'attendait qu'une occasion pour se révolter. Or, cette population-là s'est effectivement révoltée, mais contre les agresseurs. Donc, ils ont été pris à contre-pied. C'est ça la vérité. Le complot, c'est leur complot. L'échec, c'est leur échec. Et la victoire, c'est celle du PDG et du président Ahmed Sékou Touré. Même si cela ne leur plaît pas. Je vais vous citer quelques points d'appui ou quelques points stratégiques. La radio, par exemple, la voix de la révolution, elle n'a pas été prise. Bien. Le commando hôtel, c'est comme ça qu'ils l'ont baptisé. C'est le commando qui a été débarqué au large de l'hôtel de France, à l'époque. Actuel hôtel de l'Indépendance. Ce commando comprenait entre 80 à 90 hommes, je crois 90 hommes, et avait mission, premièrement, d'occuper la radio. C'est pour cela que dans les rangs de ces mercenaires, il y avait un ingénieur électronicien guinéen qui a déjà servi à la radio à Conakry, qui donc connaissait non seulement les structures du bâtiment, il connaissait les machines qui étaient là, leur mode de fonctionnement, etc. Et on leur avait dit au départ que la radio était protégée par 3 ou 4 bouilleux, des soldats qui ne portent même pas de guêtres, c'est des sandales, ils se promènent les 2 mains derrière le dos. Bon, facile à neutraliser. Tant et si bien que dans le schéma d'occupation de la radio, ils ont, chronomètre en main, décidé que cela prendrait un maximum de 15 minutes, pas une seconde de plus. Et ces 15 minutes, c'est non seulement neutraliser les 3 ou 4 pouilleux comme ils disent, mais allumer le groupe électrogène puisqu'on a coupé le courant, allumer les machines de transmission pour les réchauffer un peu et les apprêter à la transmission, et tout ça, dans leur calcul, ça fait 15 minutes. Alors, la déconvenue pour eux a été que ils ont longé la côte en passant par la plage Péronne. La plage Péronne, c'est là où il y a le Palais des Nations en ce moment. Actuellement. Donc, ils passent par la plage Péronne et ils accèdent au slipway, et du slipway, ils passent par le marché
du marché, ils descendent sur la corniche. Mais il se passe que sur le slipway, dormaient là, à la Belle Étoile, non seulement les pêcheurs de Boulbiné, mais des combattants du PAIGC. Comme le commando parlait portugais, il chuchotait plutôt portugais, les combattants du PAIGC ont intercepté le message, parce qu'ils disaient, ils sont plus loin de la radio, ils sont à côté de la radio, enfin. Donc les autres ont compris que leur objectif, c'était la radio. Et ils ont compris, puisque l'alerte était donnée à tous, y compris au PAIGC en son temps, ils ont compris que ceux qui sont là viennent pour occuper la radio. Ils ont attendu, dès que le commando est descendu sur la corniche, chacun d'eux a pris son fusil d'assaut, ils ont sauté le petit muret du cimetière chrétien. Et j'avoue, pour notre bonheur, ce cimetière-là était un cimetière chrétien. Et dans les cimetières chrétiens, les tombes sont alignées comme les régiments d'une armée. On ne risque pas de tomber dans un trou. Donc ils ont franchi rapidement la largeur pour se retrouver sur l'autre petit muret qu'ils ont franchi et se trouver dans la rue qui donne accès à la radio. Dès qu'ils ont sauté là, ils se sont mis en position de tir. Quand le commando est arrivé à son tour à l'angle du cimetière chrétien de côté corniche, ils ont bifurqué pour faire face à la radio. Dès qu'ils ont pointé le nez, les combattants du PAIGC ont ouvert le feu. Ah, c'était vraiment... C'était du feu. Donc, le commando s'est dispersé parce qu'il n'y avait pas de lumière. Ils sont dispersés dans le quartier. Certains sont partis à Sadarvalia, d'autres sont restés à Boulbiné. Il y en a qui sont partis jusqu'à Manquepa. Donc, dispersés sur un grand espace. Or, la consigne donnée par le Portugal à ces commandos, c'est de ne laisser aucune trace d'une présence portugaise sur le terrain. Donc, les blessés et les morts, on doit les évacuer prioritairement. Le commandant de ce commando avait donc un premier devoir, c'est regrouper tous ces hommes, voir s'il y a des manquants, s'il y a des blessés et des morts, les évacuer avant toute chose. Ce qu'il a fait. Mais ça leur a pris 1 heure de temps, même plus qu'1 heure, parce que les gens étaient dispersés jusqu'à Manquepa. Alors, or, il leur avait été dit également que eux prennent la radio, un contingent de la gendarmerie devait venir en appui pour que des loyalistes ne viennent pas les déloger. C'est les gendarmes qui devaient venir renforcer leur position pour que les loyalistes ne puissent pas prendre la radio. Or, les gendarmes ne sont pas venus. Alors, évidemment, ils ne comprenaient pas pourquoi les gendarmes n'étaient pas venus. Et ça encore, c'est une des dispositions de l'agression qui l'explique. Ce n'est pas seulement les gendarmes qui ont manqué au front, c'est pratiquement tous les militaires. Parce que il a été demandé expressément aux officiers guinéens que personne n'avait le droit de prendre la moindre initiative personnelle. Tous, quel que soit leur rang, doivent attendre les instructions du chef des opérations, le colonel allemand von Thyessenhausen. Alors, donc c'est pour cela, les gendarmes, dès qu'ils ont entendu les premiers coups de feu, parce que la radio n'était pas très loin de la gendarmerie, c'est tout ça à Boulbiné là-bas, et les gendarmes donc se sont levés, ils ont commencé à courir dans tous les sens, ils savaient qu'ils avaient une mission, mais ils ne connaissaient pas la nature de leur mission. Ça, c'est le secret militaire, on ne devait leur révéler ça qu'au dernier moment. Et celui qui devait révéler ça au dernier moment, c'était leur chef. Les 3 chefs de la gendarmerie, à l'heure là, se trouvaient avec le général Noumandia. Il y avait Zoumani Kekura, qui n'était plus chef d'état-major de la gendarmerie, mais gouverneur de Kerouané. Il y avait le commandant Théouri Silla, qui était maintenant le chef d'état-major de la gendarmerie, et son adjoint, le capitaine Charles Kourouman. Tous les 3 étaient autour du général Noumandia. Ils étaient autour du général Noumandia où? Oh, faut pas me demander dans ce que je n'ai pas dit. Vous avez dit que tous les 3 étaient autour du général Noumandia. C'est pas seulement eux, mais tous les chefs militaires. Tous les chefs militaires. J'ai parlé de la gendarmerie parce que vous avez parlé de la radio, mais c'est quasiment tous les états-majors particuliers de l'armée guinéenne qui avaient trahi. Je vous ai parlé de ceux qui arrivaient au port. La marine avait son état-major là. Il y avait des marins. Personne
n'a défendu les personnes, n'a fait même un petit bruit parce que les vedettes qui sont leurs armes de combat réelles ont été sabotées. Et ils n'ont même pas informé le chef de l'État. Et c'était dans tous les autres secteurs comme ça. Le commandant du camp Alpha Yaya, c'était un certain commandant Ansoumane Condé, qui avait sous ses ordres les blindés, qui avait aussi une mission particulière. Lui, une fois les lumières éteintes, il devait se mettre en rapport avec le capitaine portugais, c'est-à-dire c'est l'officier portugais le plus gradé sur le sol. Il avait le même grade que le capitaine de corvette Alpin Calvao, qui lui était dans le bateau amiral, chargé de la logistique et l'intendance. Donc, c'est ce capitaine-là qui devait diriger voilà, l'équipe qui a pris la radio, qui a pris le camp Boiro et libéré les prisonniers. Ansoumane Condé devait prendre contact avec ce capitaine pour harmoniser le déploiement des blindés. Parce qu'il était arrêté par eux là-bas, qu'une fois les mercenaires sur le sol, toute parcelle qui occupe tous les points stratégiques doivent être protégées par les blindés. Encore une fois, pour que des loyalistes ne viennent pas les déloger. C'est pour vous dire que vraiment, on n'avait plus d'armée. Toutes nos structures avaient trahi. Alors, et c'est pour cela, jusqu'à présent, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont échoué. Bah, on va vous expliquer après pourquoi ils ont échoué. Donc, où j'en étais. Donc, ils étaient réunis autour du général Noumandian Keïta. Au camp Samori. C'était le chef d'état-major général des forces armées. Et ça explique pourquoi on a vu depuis 2h du matin jusqu'à 9h, on n'a pas vu des soldats guinéens armes en main en train de combattre les 25 juin. Ils n'ont commencé à le faire que quand les bateaux ont commencé à s'éloigner. Ils avaient en ce moment la preuve que l'agression avait échoué. On dit que c'est parce que les armureries étaient fermées et que c'est le président Ahmed Sékou Touré seul qui avait les clés. C'est une autre idiotie. Le président Ahmed Sékou Touré n'a jamais détenu la clé d'une armurerie. Dans toutes les casernes de la République, Conakry jusqu'à Yomou, c'est le camp, l'armurier du camp qui détient les clés de l'armurerie. Ce n'est pas le président Sékou Touré, c'est faux. Ceux qui ont dit ça, c'est encore une des méchancetés, une invention qu'ils ajoutent pour prouver que vraiment tout était entre les mains du président. C'est faux. Le président n'a jamais gardé la clé d'une armurerie, je le jure. On peut le vérifier même aujourd'hui. Parce que l'armée a des traditions et des choses, c'est très clair. Ce n'est pas le président Sékou Touré qui avait les clés de l'armurerie. C'est parce que précisément les chefs militaires avaient reçu ordre de ne prendre aucune initiative personnelle. Et vous connaissez l'armée, sa première qualité c'est la discipline, c'est l'obéissance à la hiérarchie. Donc ils ont attendu que le chef des opérations leur donne l'ordre de rentrer en action. Et il s'est passé malheureusement pour eux que le chef des opérations en question, le colonel von Tiesenhausen, a été l'une des premières victimes des agresseurs. Un Allemand. Ouais. Donc von Tiesenhausen a été l'une des premières victimes des agresseurs. Qu'est-ce qui est arrivé? Von Tiesenhausen a séjourné plusieurs années à Conakry. Il connaissait la ville comme la paume de sa main. Il est topographe de formation. Il est du génie. Et c'est lui qui savait, par expérience, parce que tout le temps qu'il était là, il ne faisait qu'observer, il savait par exemple qu'Amilcar Cabral, toutes les fois qu'il s'absentait de Conakry, sa résidence était vide, mais quasi vide. Il a donc décidé, la nuit là, la nuit du samedi au dimanche 22 novembre, d'aller s'installer dans l'arrière-cour de Cabral, côté mer. Parce que le commando qui l'intéressait, et qui était l'un des commandos les plus importants du dispositif, devait débarquer sur la plage de la Minière et avait comme objectif l'assassinat de Amilcar Cabral, la libération des prisonniers de guerre portugais et sur le chemin du retour, l'assassinat du président Ahmed Sékou Touré. Et en passant d'ailleurs, ils l'ont fait assassiner éventuellement Bakay Djibo qui était dans la cité là-bas. Ils ont même tiré un obus de bazooka dans sa maison. Alors, lui va s'installer donc dans l'obscurité, avec la certitude que, habitué à l'obscurité là,
il sera le premier à voir le commando venir. Or, il voulait dire au commando de ne faire aucun bruit à ce niveau. Cabral n'y attend pas, ce n'est pas la peine de faire du bruit là. Mais c'est le commando qui l'a vu en premier lieu. Eux avaient des lunettes en lecture nocturne, des tours infrarouges. C'est eux qui voient un blanc, le menton posé sur les deux bras croisés, et portant lunettes pharmaceutiques comme Cabral, cheveux coupés courts comme Cabral, et dans la cour de Cabral. Ils ont décidé que c'est Cabral, parce qu'eux ne savaient pas ce que le chef des opérations savait, savoir que Cabral n'était pas là. Donc il tire, il reçoit la balle entre les deux yeux, il est mort sur le coup. À partir de ce moment, les officiers félons guinéens, qui étaient regroupés, attendaient des instructions pour passer à l'action, n'ont pas reçu d'ordre, et ils n'ont pas le droit de désobéir. Donc ils ont attendu. Voilà pourquoi ils ont commencé à avoir une réaction individuelle jaune que quand il était assuré que l'agression avait échoué, les bateaux partant déjà au large. Voilà pourquoi c'est seulement à ce moment qu'on les a vus tirer des rafales en l'air pour vous raconter des histoires qui sont en train de nettoyer les dernières poches de résistance. C'est faux. Ils ne nettoyaient rien du tout. D'abord, ils n'avaient rien à nettoyer. Le peuple avait déjà eu raison de cela. Le camp de la garde républicaine où étaient emprisonnés les Portugais a été l'un des points les tout premiers à être libérés par les Portugais. Les prisonniers portugais ont pu... Ça, c'est pas au camp du PAIGC, à la minière. Ah, c'était pas à la garde républicaine. La garde républicaine, c'est les autres détenus qui étaient là-bas. Et c'est là-bas que le capitaine a été, ils ont pris le camp Boireau. S'il vous plaît, ouais. J'insiste. Il est communément dit et admis en Guinée que les Portugais qui ont débarqué sont allés libérer les Portugais prisonniers à la garde républicaine parce que c'est la Guinée qui en avait la garde. C'est faux. Voilà. D'abord, la Guinée n'a jamais eu la garde des prisonniers du PAIGC. Le PAIGC était autonome, il était indépendant, il faisait ce qu'il voulait. C'est eux qui ont décidé d'abord de ramener leurs prisonniers à Conakry, sous la pression évidemment de la 5e colonne. Mais au camp Boireau, ceux qu'il y avait là-bas, c'était les détenus politiques guinéens. Les prisonniers politiques, les prisonniers de guerre portugais, eux, étaient internés à la prison du PAIGC qui avait comme nom de code La Montagne. La Montagne parce que initialement, ces prisonniers-là étaient internés à Mamou, dans les zones montagneuses du Fouta-Jalon. Et le PAIGC a donc donné à sa prison le nom de code La Montagne. Donc même quand ils les ont transférés à Conakry, ils ont continué à appeler leur prison La Montagne. C'est donc deux endroits tout à fait différents. Le capitaine d'infanterie qui a participé à la prise du camp Boireau, lui est mort là-bas. Il a été aussi l'une des premières victimes. Il est mort à la prison du camp. Parce que c'est là-bas où les gens se sont défendus. Ailleurs, les autres étaient déjà corrompus, ils étaient dans le coup. Mais ceux de la prison n'étaient pas dans le coup. Eux se sont vaillamment défendus. Ils ont tué le capitaine en question et beaucoup d'autres mercenaires. Bon, finalement, les autres ont pris le dessus, ils ont libéré les prisonniers et puis voilà. La communauté internationale est intervenue aussitôt. Les Nations Unies, l'Organisation de l'Unité africaine, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont tenu des réunions tout de suite après au sujet de l'agression. C'est la Guinée qui a saisi les Nations Unies du fait qu'elle a été victime d'une agression organisée par une coalition internationale. D'abord, on avait cité seulement le Portugal, parce que dès le début, la participation portugaise était évidente. Les autres, c'est venu après. C'est-à-dire qu'on a su après qu'ils étaient impliqués. C'est le cas de la France, c'est le cas de l'Allemagne fédérale. Donc, c'est la Guinée qui a saisi les Nations Unies. C'est vraiment que c'était une violation du droit international. Et les Nations Unies, avec diligence, ont dépêché une mission pour ouvrir une enquête sur le terrain. Cette mission est venue à Conakry. Elle a fait son enquête. Et c'était sur le vif, c'était sur le chaud. Donc, ils n'ont même pas eu besoin d'inventer quoi que ce soit.
Ils avaient tous les éléments de l'agression, eux-mêmes ont vu les bateaux. Donc ce n'est pas une légende. Alors, mais en même temps que la Guinée avait saisi les Nations Unies, elle avait saisi l'OUA et la CEDEAO. Toutes ces organisations-là se sont mobilisées, y compris l'ORS. L'Organisation des États riverains du Sénégal, qui comprenait le Sénégal, la Mauritanie, le Mali et la Guinée. Toutes ces organisations se sont réunies et ils ont envoyé des gens sur place, ils ont accumulé des données et des informations et chaque organisation s'est prononcée de façon indépendante. Toutes ont condamné l'agression. Toutes ont reconnu l'implication des puissances étrangères telles que le Portugal, l'Allemagne fédérale, la France, etc. Et ça explique pourquoi, au dénouement, plusieurs années après, la France, l'Allemagne fédérale, sous l'égide des Nations Unies, se sont amendés, ils ont présenté des excuses, etc. Donc, quand on dit que c'est le président Sékou Touré était de cause, c'est déjà là une preuve que c'est faux. Puisque si l'Allemagne, si la France ont présenté des excuses à la Guinée, nous en viendrons à ces excuses. Mais auparavant, la gestion de l'agression, les suites de l'agression, il y a eu des arrestations, beaucoup d'arrestations. Comme dans toute violation de la souveraineté d'un pays, le gouvernement responsable cherche quels sont ceux qui ont participé directement ou indirectement à cette violation de sa souveraineté. C'est ce que l'État guinéen a fait. La commission d'enquête n'avait même pas eu beaucoup d'efforts à fournir parce que tous les protagonistes de l'agression étaient quasi certains de la réussite. Aucun n'avait envisagé l'éventualité d'un échec. Or, le signe de ralliement entre les agresseurs et leurs complices de la 5e colonne qui était sur le territoire national, c'était le port d'un brassard vert attaché à l'avant-bras gauche. Beaucoup, certains de la victoire, n'avaient pas beaucoup caché cela, ils étaient même fiers de le montrer. C'est quand, au fil du temps, ils voyaient que l'échec pointait du nord, que beaucoup ont commencé, ceux qui ont pu arracher leur brassard l'ont fait, d'autres ont fait descendre des pans de boue dessus, enfin, mais le peuple a mille yeux. Donc, beaucoup d'entre eux avaient été aperçus avec leur brassard vert avant de l'enlever. De sorte que quand l'enquête a commencé, et comme en Guinée c'est toujours les structures du parti qui sont mis en avant pour cela, les militants de quartier qui ont vu des cadres avec brassard vert, les ont dénoncés à telle portée, tel... Voilà pourquoi, en un temps record, beaucoup d'entre eux ont été pris. C'est ça la vérité. Et les enquêtes ont été dirigées par le comité révolutionnaire. Et lequel comité révolutionnaire a procédé à des arrestations après déposition des premiers prisonniers. D'abord, je tiens à préciser qu'à aucun moment, quelle que soit l'étape que vous envisagerez, le comité révolutionnaire n'a décidé d'arrêter quelqu'un, un présumé coupable, sans preuve. Jamais. Donc, beaucoup étaient déjà dans le collimateur. C'est vu, ils sont là-bas, mais on attendait des preuves et des témoignages concrets. C'est pour cela que l'arrestation a été échelonnée sur une période aussi longue. Sinon, ça n'aurait pas dû prendre tout ce temps-là. Mais puisqu'ils voulaient des preuves, et les preuves, ils en ont eu, tous les cas où ils ont eu les preuves, ils ont arrêté les intéressés. C'est ainsi que les chefs de la milice de Conakry 1 et de Conakry 2 ont été appréhendés, alors qu'eux étaient au-dessus de tout soupçon. Et c'est ainsi aussi que beaucoup d'autres cadres, des directeurs nationaux de services, etc., ont été cités et arrêtés. Personne n'a été arrêté arbitrairement. Personne. Je défie quiconque de me prouver le contraire. On dit aussi que les enquêtes et les instructions ont été menées de manière peu orthodoxe et que cela n'a obéi à aucune procédure de normes internationales internationalement admise. Est-ce que l'agression en plein jour d'un État souverain respecte une orthodoxie quelconque? C'est une violation du droit international. Que des puissances étrangères viennent avec une armada, des bateaux de guerre, des avions de guerre, enfin tout ce qu'il faut, pour s'attaquer à un État souverain.
Et on dit à cet État souverain qui se défend que non, il doit respecter le code de je ne sais pas quoi. Enfin, je ne vous dis pas le mot que je pense de ça, oui. Mais sachez que je n'en pense pas de bien. Hein. Donc, la Guinée a respecté, a défendu ses droits. Elle était en droit de le faire, elle l'a fait. Si c'est à refaire, je vous jure, moi-même, je suis encore partisan de cela. S'il vous plaît, nous allons revenir sur certains points et voir notamment deux personnalités, Fodeba Keïta et Ismaël Touré. On dit que Fodeba Keïta et Ismaël Touré étaient de grands amis. Récemment d'ailleurs, dans une émission à Évasion, le fils de Ismaël Touré, Saïfon Touré, est intervenu pour dire que Fodeba Keïta ne faisait jamais rien sans son père. Et comment se fait-il que Fodeba Keïta est trempé dans un complot et que Ismaël Touré s'en soit sorti? C'est-à-dire que vous avez arrêté le temps. Or, le temps a continué à marcher. Il est arrivé un moment où effectivement, Fodeba Keïta et Ismaël se voyaient tous les jours, ils faisaient tout ensemble. Mais ce deal-là a continué jusqu'au séminaire de Foulaya. J'ai expliqué à une autre occasion que quand Ismaël a fait l'analyse des débats et a conclu qu'en respectant les statuts du parti et le règlement intérieur, que la candidature de Fodeba ne pouvait pas être retenue, leurs rapports se sont distendus. Fodeba, à partir de ce moment, travaillait pour son compte contre Ismaël, et Ismaël aussi prenait ses dispositions contre Fodeba. Alors, le séminaire de Foulaya, il faut le rappeler pour les jeunes, était un séminaire qui a été organisé pour préparer le 6e congrès du Parti démocratique de Guinée. Il a eu lieu à Foulaya, à Kindia. Et c'est au cours de ce séminaire donc que Ismaël Touré, en tant que président de la commission des investitures, a invalidé la candidature de Fodeba Keïta, qui avait la prétention d'appartenir, de monter au bureau politique national. Fodeba, à l'époque de la tenue du séminaire de Foulaya, était ministre de la Défense, de l'Intérieur et de la Sécurité. Il avait donc autorité sur tous les gouverneurs des régions en particulier. Et les gouverneurs étaient des personnages importants, très influents, au sein des bureaux fédéraux. Comme le séminaire avait vocation de désigner des candidats potentiels à l'élection au bureau politique, Fodeba, avec son lobby, parce que beaucoup de gouverneurs qui dépendaient de lui souhaitaient qu'il soit au bureau politique, donc Fodeba a été proposé par des gouverneurs. Ça a commencé par Émile Condé, qui était le gouverneur de Beila, parce que les fédérations intervenaient par ordre alphabétique. Et c'est toujours Beila qui intervenait en premier lieu. Donc Beila propose la candidature de Fodeba et ils ont été suivis par beaucoup d'autres fédérations. Fodeba était donc sûr qu'il serait retenu sur la liste. Ismaël était le président de la commission d'investiture, donc au niveau du séminaire. Il prend la parole, il explique au séminaire qu'au regard des statuts et du règlement intérieur du parti, ne peuvent être candidats à l'élection du bureau politique que les membres statutaires du Congrès. Fodeba n'était pas membre statutaire du Congrès. Donc, de ce fait, sa candidature ne pouvait pas être retenue. Voilà ce qu'il a dit. Et cela était rigoureusement conforme au statut et au règlement intérieur. Quelle que soit ses arrière-pensées, c'était ça la vérité. Il a défendu. Fodeba n'a pas compris et leur rapport s'étant distendu, dans leur propre camp là-bas, Fodeba a commencé à recruter ses propres hommes pour s'opposer à Ismaël. Ismaël a été informé. Il puise dans le même vivier. Alors, donc, voilà ce qui s'est passé. Mais Ismaël a été plus intelligent que Fodeba. Quand on dit que Fodeba a été arrêté, Ismaël n'a pas été, mais on n'a aucune raison d'arrêter Ismaël. Si c'est à refaire, je pense que c'est encore la même décision qu'il faut prendre.
Non, mais parce qu'on dit que Ismaël n'a pas été arrêté simplement parce qu'il était le frère du président M. Sékou Touré. Mais comment vous voulez même que je réponde à des idiots comme ça? Ce sont les mêmes qui disent que l'agression, que le président Sékou Touré était complice des Portugais. Donc quand ils parlent de la fraternité entre Ismaël et les choses, je ne les regarde même pas. Parce que cette fraternité, je ne peux pas l'occulter. Ismaël est l'horrible frère de Sékou Touré, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Mais entre cette fraternité et la gestion des affaires publiques, au point de faire en sorte que c'est la fraternité là qui l'a remis, ça il faut qu'il donne des preuves. Or, quand ça s'est passé, c'est Ismaël qui a pris l'initiative. Il n'était pas menacé, il n'y avait rien qui pesait contre lui. Il est parti trouver le président et il lui a dit ceci. Il dit voilà qu'il vient enfin le voir parce que maintenant il connaît ce qu'il voulait savoir. Que tout le temps on le voyait coller à Fodeba, ce n'est pas parce qu'il adhérait à la religion de celui-ci, mais il voulait savoir fondamentalement ce que pensait et ce que voulait Fodeba. Que maintenant il le sait. Fodeba avait renversé le régime et puis il a expliqué tout ce qu'ils ont fait ensemble. Absolument tout. Alors, le président a pris bonne note et c'est à partir de là que le président a nommé Magasuba Moriba comme secrétaire d'État à la sécurité. C'est une sorte de garde-fou, mais ce n'était pas efficace. Alors, Fodeba, lui, n'est venu voir le président que quand il a chuté, c'est-à-dire quand il a cessé d'être ministre de la Défense, de l'Intérieur et de la Sécurité, c'est en ce moment qu'il est venu trouver le président, et je vous ai expliqué le truc, comment ça s'est passé. Il donne les cassettes audio à écouter. Le président écoute, tout ce qui est là-dedans, Ismaël l'avait déjà dit au président. Mais Ismaël l'a dit sans contrainte, librement. Qu'il soit le frère, qu'il ne soit pas le frère du président Sékou Touré, il est venu le dire librement. Il faut qu'on en tienne compte. Alors, mais il faut me laisser compter. Il est venu le dire librement. Donc, Fodeba, lui, a attendu d'être déchu. C'est quand il a perdu son portefeuille de ministre de la Défense, de l'Intérieur et de la Sécurité qu'il vient trouver maintenant le président, il fait des révélations. Les deux révélations, même si c'est le même contenu, n'ont pas la même valeur. Il faut être sérieux. Lui, il était ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Défense du pays. Il avait l'obligation de tenir le président informé de toute action séditieuse qui se faisait sur le territoire national. Il s'est tué. Or, les enregistrements qu'il a donnés, il y en a qui dataient d'il y a 2 ans, d'autres 1 an et demi, etc. Et c'est maintenant qu'il a perdu son poste qu'il vient jouer le rôle du ministre de l'Intérieur. Il faut être sérieux. Donc, Ismaël n'a rien fait de mal, il a été plus intelligent, et voilà pourquoi il n'a pas été arrêté. Toujours au sujet de Ismaël, on dit pique-pendre de sa gestion du Camboiro, du temps où il était président du comité révolutionnaire. On dit qu'il faisait faire des dépositions sous torture, qu'il faisait faire rédiger des dépositions, ainsi de suite. J'ai lu ça dans l'ouvrage de Alpha Abdoulaye Porto Diallo. Alpha Abdoulaye Porto Diallo est sorti de prison indemne. Personne n'a vu sur son corps des traces de torture. C'est parce qu'il est malhonnête. S'il avait été torturé, il aurait fait beaucoup plus de révélations que ce qu'on a vu à son actif. C'est parce qu'il n'a même pas été torturé. La menace a suffi. Le fait de savoir qu'il va passer devant cette commission et qu'il risque de passer à la cabine technique a suffi pour qu'il lâche tout ce qu'il a dit. C'est lui qui a accusé d'autres complices. Quelqu'un comme Fadel Guissey, c'est lui qui l'a dénoncé. Fofana de Agrima, c'est encore lui qui l'a dénoncé. Lui-même a dénoncé plein de gens sans avoir été torturé pour ça. S'il dit qu'il a été torturé, il ment. Il peut montrer son corps. Quand on vous torture, d'une certaine manière, ça laisse des traces indélébiles. Vous en savez quelque chose, vous? Bon. Donc, il raconte des histoires. Voilà. Donc, Ismaël n'est pour rien dans ce qui est arrivé à ceci et à cela. Ça, je ne dis pas qu'Ismaël n'est pour rien. Ismaël était quand même le président de la Commission nationale d'enquête. C'est lui qui avait la police de l'enquête. Il lui arrivait, parce que ce qu'il décide, c'est ce qui se faisait, parce qu'il était le président de la commission. Donc, certaines procédures un peu trop musclées, ça vient certainement de lui. Je ne l'excuse pas pour ça. Je comprends simplement comment c'est arrivé. Parce que je sais qu'il est quasi
rare qu'un traître, quelqu'un qui a trahi sa nation et son peuple, surtout au profit d'une puissance étrangère, vienne s'asseoir devant une commission pour dire oui, c'est vrai, j'ai trahi. Personne ne fera ça. Et personne ne l'a fait. Donc pour qu'il soit obligé de parler, il était obligé d'employer des méthodes pas toujours orthodoxes, mais efficaces. Comment? Les Américains ont fait la même chose à Guantanamo pour la défense de leur pays. Ils ont raison. Et vous, on vous l'a fait à Dakar? Bon, donc on nous fout la paix. Moi, les Français, quand ils m'ont pris, j'étais pourtant très jeune. Mais je vous jure que, enfin, je ne m'étale pas sur ça parce qu'il y a des machistes dans ce pays qui aiment toujours se plaindre, se faire passer pour des martyrs. Je ne suis pas un martyr, je me suis battu pour l'indépendance de mon pays. Bon, l'ennemi m'a pris, ils m'ont maltraité comme il pouvait. Si c'est moi qui les avais pris, j'aurais fait certainement pire que ça. D'accord, mais je vais vous provoquer quelque peu. Vous avez des amis qui sont restés, parce que là, vous étiez connus et reconnus en Guinée comme la gauche du parti. Je peux vous citer vos amis Sénaïnon Bianzin, Mamadi Keïta, Fodé Berete, Stokre Carmichael, Sekou Kaba Alvarez, tous de gauche. Taran Diallo, Thibou Tounkara sont restés. Alors, comment cela a été vécu par vous dans votre groupe? Dans tout votre groupe, il y a Thibou Tounkara, et ça vous fait mal que je vous rappelle ces noms, que je vous cite? Je ne sais pas ce que vous voulez que je dise sur ce sujet. Nous n'avions pas un état d'âme particulier. Nous étions désolés de constater que des gens en qui nous avons entièrement confiance... J'oubliais de citer Kassouri Bangoura. Nous étions complètement chauds de constater que des gens auxquels nous avions entièrement confiance se soient laissés entraîner dans la contre-révolution. Quelle que soit l'explication qu'on donne. C'est impardonnable. Mais André Maïga, vous viviez avec toutes ces personnalités que je viens de citer, et du jour au lendemain, on vous dit ce sont des contre-révolutionnaires. Quand on m'a dit, on ne m'a même pas dit, c'est à la radio, j'ai entendu le nom de Thibou Tounkara et de Dr Taran, qui sont deux amis, deux frères. Moi, je n'ai pas l'habitude de voyager par taxi, mais quand j'ai entendu ça la nuit, le matin, à 7h du matin, j'étais à la gare voiture de l'Abbé. J'ai pris mon taxi, je suis venu, je suis arrivé tard le soir à Conakry, je logeais chez Béanzin. Je vais le trouver, je lui dis voilà, je viens. J'ai entendu le nom de Thibou et de Taran, j'ai dit ça, c'est un montage. C'est une manigance de Ismaël. Je regrette aujourd'hui d'avoir eu cette pensée parce que j'avais eu tort. Donc, j'ai dit, je viens voir le président à ce propos. Béanzin était content, pour une raison simple, c'est que les membres du gouvernement et du bureau politique n'avaient pas le droit de s'immiscer dans les problèmes qui sont au niveau de la justice ou de la police. Formellement interdit. Moi, ayant pratiquement les mêmes prérogatives qu'eux, j'avais ce droit parce que j'étais un militant. Et c'est pour cela que mon rôle de militant me convenait parfaitement. Parce que je pouvais me mêler de tout sans violer une quelconque règle. Je suis d'ailleurs donc trouvé le président. Béanzin était très content de ma démarche. Et j'ai dit au président que j'ai entendu avec surprise les noms de Thibou Tounkara et de Taran, et que, de mon point de vue, ces deux camarades ne peuvent pas être des contre-révolutionnaires. J'ai dit, ils sont tous deux des idéologues du parti. Et que nombre d'idées avancées, d'idées généreuses que nous avons adoptées, nous les tenons soit de Taran ou de Thibou Tounkara. Et donc ceci, j'exclus la possibilité qu'ils soient des traîtres à la révolution. Le président avait le même sentiment que moi. Il me dit, Maïga, il dit c'est comme Kassouri. Il m'a donc expliqué tout ce qui le lie à Kassouri. Moi j'ai dit bon, il dit président, comme mesure conservatoire, il faut faire en sorte que ces trois camarades ne soient pas interrogés par la commission présidée par Ismaël Touré. Parce que vous doutiez de Ismaël Touré? Non, je ne sais pas, je doutais, j'étais convaincu que Ismaël Touré était nocif. Voilà. Mais j'ai eu tort, hein. Alors, en tout cas, dans le cas là, j'ai eu tort. Donc je dis ça. Le président prend son téléphone. Il appelle un camarade. Qui?
Non. Le président appelle un camarade. Et voilà, c'est celui-là qui va envoyer. Moi, je le quitte, je passe par l'éducation, et après, quand j'étais en route pour aller prendre un taxi en face de la banque centrale, la voiture d'un ministre me dépasse et gare. Le ministre en question était lui-même au volant. Il ouvre la portière de droite. Il me demande où je vais. J'ai dit, je vais à la maison. Il comprend bien que c'est chez Béanzin. Alors, je monte. Il me dit, il vient de la présidence, ce que je savais. Puis que le président l'a appelé. Et il me l'a dit lui aussi parce qu'il savait que je savais. Parce que le président lui a dit qu'on avait discuté de cela. Et il enchaîne en me disant, l'affaire de l'accusation portée contre ces trois-là, que c'est un coup monté par Ismaël. Donc nous étions unanimes sur ce fait. Nous avons ergoté sur ça pendant longtemps. Je vous avoue, on a cassé beaucoup de noix sur le dos d'Ismaël. Quand nous sommes arrivés à la hauteur du ministère de la Jeunesse, l'actuel centre islamique, le camarade me dit, écoute, Maïga, il dit, vraiment, je ne sais pas comment m'y prendre dans cette affaire. Je ne connais pas. Il dit, il faut que tu m'accompagnes. J'ai dit, non, moi je ne peux pas t'accompagner. J'ai dit, Thibou et Taran sont des frères à moi. Je n'aimerais pas les voir dans une position humiliante. Et eux-mêmes seraient gênés de me trouver face à eux dans une position pareille. J'ai dit, ma présence ne peut que nuire à la sincérité de leur déposition. J'ai dit, va, tu n'as absolument rien à inventer. Tu n'as pas dit, le président croit que tu es innocent, le président pense que tu n'es pas... Et ça, c'est pas ton problème. Tu leur dis, le président, tu les prends individuellement et séparément. Et tu leur dis, le président m'envoie te demander, en âme et conscience, de lui dire avec la plus grande loyauté, la plus grande franchise, la plus grande sincérité, ce que tu connais dans cette affaire. Il dit, tu t'en tiens à cela. Mais j'ai dit ça parce que j'étais tellement sûr que quand Thibou, Taran et Kassori vont déposer, tout le monde verra que c'est Ismaël qui est le mauvais élément. Alors, il m'a déposé chez Béanzin, il était 9h30, il est donc revenu au camp. Je pense qu'à 10h, il a dû commencer. Il est resté là-bas, Béanzin et moi, on a attendu jusqu'à minuit. Minuit, bon, je dis, bon, c'est couché. Comme je vous l'ai dit, c'est le matin à 7h moins le quart que Béanzin m'a déposé au palais. Je cours au bureau du président. Le temps de dire prêt pour la révolution, il appuie sur un bouton, j'entends la voix de Thibou Tounkara. C'était l'enregistrement d'une communication téléphonique qu'il a eue avec le président. Mais je vous jure, c'est comme si le ciel était tombé sur ma tête. Les aveux spontanés, naturels de Thibou. Alors j'avais perdu tous mes effets. J'étais assis. Immédiatement après ça, le président appuie sur un petit magnétophone qu'il avait là. Il appuie. C'est encore Thibou Tounkara. Mais cette fois, c'est un texte élaboré, c'est écrit, on sent, c'est écrit, il lit, c'est vraiment correct et bien fait. Après Thibou, c'est Kassori. Lui aussi lisait un texte, c'était vraiment bien. Enfin, c'était Taran. Taran était le plus bref. Parce que Taran a commencé par dire, écoutez, que tout ça, c'est pas la peine. Que même à l'instant où il est en train de parler, il est convaincu que c'est la révolution qui a raison. Mais qu'il n'arrive pas à comprendre comment un cadre engagé comme lui a pu tomber dans de tels travers. Qu'il pense que la direction nationale de la révolution doit se saisir de ce cas pour mettre des garde-fous pour que d'autres cadres aussi engagés que lui ou plus engagés ne se trouvent dans la même situation. C'est en gros ce qu'il a dit après avoir reconnu les faits, bien sûr. Alors, j'avoue que moi je suis tombé du ciel. J'avais tellement fondé de l'espoir sur leur déposition pour favoriser l'élimination d'Ismaël du circuit, et je voyais que c'est moi qui avais le bec dans l'eau. Vous étiez un certain nombre à souhaiter l'élimination d'Ismaël du circuit. Oui, parce qu'on était manipulés, c'est l'intoxication. Tout ce qu'on nous disait d'Ismaël nous avait monté contre lui. Regardez toute la littérature qui prouve. La vérité du ministre, c'est faux. Ceux qui disent ça, ils ne prouvent pas. Ils savent évidemment qu'Ismaël est mort maintenant. Ils ont la voie libre. Mais ils savent que c'est faux, ce qu'ils ont écrit. Pas que Ismaël soit un modèle, pas du tout. Il a aussi sa dose de cynisme et de méchanceté. Mais comme tous les vinaires, ceux qui sont en train de mentir comme ça, le président a fait c'est du cynisme, ils font ça consciemment. Donc eux ne peuvent pas faire de reproche à quelqu'un. Moi je vous demande, n'écoutez pas les rumeurs, voyez les faits concrets. Moi,
ce que j'ai vécu concrètement m'a prouvé que le président Ahmed Sékou Touré à aucun moment n'a donné son feu vert pour qu'on arrête quelqu'un s'il n'y a pas de preuves suffisantes. Sinon, il s'y oppose. Il a protégé Porthos. Bien. Il a protégé Porthos pour beaucoup de raisons. Au début, Porthos est un jeune. Il venait de rentrer de France, il était licencié de droit, mais il était adopté par le vieux Abdrahman Dalein, qui est l'ami intime à son père. Et donc eux tous, ils prenaient Porthos pour leur fils, parce que c'est le fils du vieux Abdrahman Dalein. Donc le président le protégeait pour cela. C'est pour cela, sorti du l'université, il n'avait aucune expérience. Il le met secrétaire général des affaires étrangères. Ensuite, il est monté secrétaire d'État aux affaires étrangères, pour être enfin secrétaire d'État à la jeunesse. Mais ce n'est pas la suite de concours, c'est une somme de confiance. Parce que s'il y avait eu un concours, peut-être que ce n'est pas lui qui serait admis. Il n'était pas le seul universitaire, il n'est pas le premier des universitaires, il n'était pas le meilleur des universitaires guinéens. Donc c'est une somme de confiance. Mais la confiance, il l'a trahi et il n'a même pas été reconnaissant pour l'homme qui lui a fait gravir des échelons, parce que c'est sous le régime du PDG qu'il a accédé au grade de secrétaire d'État, donc quasi membre d'un gouvernement. Après, je ne sais pas si d'autres lui font encore confiance pour le mettre là, mais en tout cas, le premier gouvernement qu'il a fait, c'est le gouvernement du PDG. Le président, il a protégé Télé Diallo aussi. Il nous arrivera de parler dans la suite. Oui, il a protégé Télé. Je cite comme ça, a pris pour point des personnalités qui ont été protégées ou dont on dit qu'elles ont été protégées par le président. Ce n'est pas on dit, c'est la réalité. C'est-à-dire que la confiance que le président avait en Télé, il a eu ça rarement à d'autres cadres. La preuve. Télé était un haut fonctionnaire de l'administration coloniale française. Il était au bureau du chiffre du gouverneur général avant d'aller à la présidence du Grand Conseil de la OEF. Il était au bureau du chiffre ou bien il était chef de cabinet du gouverneur général? Il était au bureau du chiffre d'abord, parce qu'il a remplacé Barry Boubacar. C'est Barry Boubacar qui était au bureau du chiffre. C'est quand à Dakar. C'est quand celui-là a quitté que Télé est venu au bureau du chiffre. C'est après maintenant qu'il a... Bon. C'est pas son itinéraire qui m'intéresse là, mais le président Sékou Touré, qui était un grand conseiller de l'AOF et qui l'a côtoyé au Grand Conseil, après l'indépendance, il lui a demandé de rentrer au pays pour participer à la construction de la nation. Ce qu'il a fait. Les gens ne le savent peut-être pas, mais quand Télé est venu à Guinée, d'abord il ne connaissait personne ici et personne ne le connaissait, c'était un illustre inconnu. Il logeait à la présidence, au palais. Et ce n'est pas tous ceux qui savent, ils peuvent vous le dire, vous pouvez demander. Lui et toute sa famille. Non, je sais que Télé et Tanti Kadiatou logeaient à la présidence. Ça, je peux le... Bon. Donc, ils ont logé là. C'est la preuve que le président lui faisait confiance, qu'il avait de l'estime pour lui. Et c'est encore le président Sékou Touré qui l'a nommé ambassadeur. Ouais, le truc aux Nations Unies. Voilà, le représentant permanent de la Guinée aux Nations Unies. Mais le président savait que c'était un peu quand il l'a nommé. Diallo Téli, à l'évidence, c'est un peu. Il l'a nommé à ce poste. Et c'est encore le même président Sékou Touré qui a proposé et soutenu sa candidature pour qu'il soit secrétaire général de l'OUA à 2 reprises. Quand j'entends des gens dire qu'il peut faire ombrage au président Sékou Touré, je dis mais il se fiche de nous. Il se fiche de nous. Télé n'avait pas qualité pour faire ombrage au président de la République. Toutes les missions que Diallo Téli a effectuées en Afrique et ailleurs, c'était des missions commandées par le président Ahmed Sékou Touré. Lui n'avait pas qualité pour aller voir un chef d'État africain, dire on va créer une organisation panafricaine. Il fallait que ce soit leur homologue, leur père, président de la Guinée, qui le sollicite pour ça, pour qu'il le fasse. Donc il était en mission du président Sékou Touré. Il ne faut pas que les gens mélangent les pédales. Donc, le président n'en voulait nullement à Diallo Téli. Chaque fois que Diallo Téli a été cité, il a été cité dans plusieurs complots, le président a privilégié la version de Diallo Téli aux grandes dames de la Commission nationale d'enquête. À telle enseigne que même la dernière fois, quand il a été cité, le président a dit non, c'est de l'acharnement contre Diallo Téli. C'est pour ce motif que pour la première fois, le président s'est saisi d'un dossier soumis au comité révolutionnaire pour le gérer lui-même. Il ne voulait pas que Diallo Téli dépende de ces gens-là.
Donc, quand il a reçu le rapport de renseignements généraux mettant en cause Diallo Telli, il a dit non, voilà encore de l'acharnement. Mais il a porté l'information à la connaissance du bureau politique et ensuite, le mercredi qui a suivi, au Conseil des ministres. J'étais là. Donc, il a donné l'information. Et immédiatement après, la commission d'enquête au grand complet est venue le trouver. Il dit bon, maintenant qu'il y a ce truc-là, ils veulent se saisir du dossier et mener les enquêtes. Le président a dit non, attendez. Il dit le moment venu, je vous ferai appel. Il dit pour le moment, je vais gérer ce dossier avec pédagogie. Il n'a pas fallu plus pour qu'il rentre en transe. Ils ont dit bon, voilà, arrivé sur le perron, hein, ils disent voilà, ben, le voilà devenu pédagogue maintenant. On va voir ce que sa pédagogie va lui rapporter. Ça, c'est le membre de la commission d'enquête qui disent hein. Bon. Or, pour le président, méthode pédagogique, c'était justement ce qu'il était en train de faire. À chaque conseil des ministres, il donne une petite bribe d'information pour que ceux qui sont autour de la table et qui sont impliqués sachent qu'il est informé et qu'ils prennent leur courage à deux mains pour lui faire leur autocritique, s'engager à ne plus retomber dans de tels travers. D'autant plus que cet engagement, il a été obligé de l'a pris à l'occasion de l'agression. Quand il a vu l'étendue, la profondeur de la trahison, il m'a dit, mais si on arrête tout ceci, il n'y aura pas grand monde pour faire tourner l'appareil de l'État. Donc, il a dit que tous les cadres qui sont impliqués et qui viendraient faire leur autocritique et s'engager à ne plus retomber là-dedans, qu'il leur arrivera rien. Mais personne n'a cru. Parce que le crime était trop grave. L'agression, par exemple, des centaines de Guinéens morts inutilement. Donc personne ne voulait dire vraiment j'ai participé à ça, donc ils se sont tués. Voilà ce qui s'est passé. Mais à cette occasion, comme c'est le même président Sékou Touré, certains des protagonistes se sont dit attention, ce monsieur-là, il en sait plus que nous croyons. Donc, mieux vaut aller faire son. Mais après, on va voir. Alors, donc c'est ainsi, d'abord, le premier jour, quand il a annoncé en Conseil des ministres, tous les protagonistes sont rentrés en stand-by. C'est-à-dire, jamais plus tu ne verrais deux d'entre eux en train de parler ensemble. Ils ont coupé tous les ponts. Ça a aggravé les cas pris individuellement. Pourquoi? Comme ils ne communiquaient plus, personne ne savait ce que l'autre faisait. Et ils évitaient même de parler ensemble de ce genre de problème. Alors, certains sont donc venus le trouver, ils ont fait leur autocritique, ils ont dit voilà, c'est vrai, je suis là-dedans, je suis avec tel, tel et tel, on a fait ceci, on a fait cela. Et ils demandent pardon, ils disent qu'ils ne retomberont plus là-dedans. Le président prend acte. Il ne les a jamais cités. Il a même interdit à la commission d'enquête de les citer même comme témoins. C'est une question de dignité. Ils sont venus, ils ont fait leur autocritique, ils ont pris des engagements solennels, il a donné sa parole. Il ne faut pas qu'on les humilie en les citant comme témoins, comme quoi ils ont révélé ceci ou cela, et dit qu'il interdit. Voilà pourquoi tout le monde est resté dans l'ignorance. Surtout que le président ne voulait pas du tout de bruit autour de ce complot. À cause de Telli. À cause de Telli. Il ne voulait pas. Alors, à cause de ça donc, le président ne voulait pas de bruit autour de cette affaire. La commission d'enquête l'a harcelé, ils ont tout fait, le président n'a pas cédé. Il a dit toujours d'attendre que le moment venu, il leur fera signe. C'est pendant ce temps qu'un rapport des renseignements généraux a fait état d'infiltration de mercenaires à travers nos frontières, en particulier avec la Côte d'Ivoire. Quand le président a su ça, il a convoqué Siaka. Il dit d'aller s'entretenir avec les chefs militaires en dehors de Conakry. S'entretenir avec eux pour prendre les dispositions, il a donné le document qu'il a reçu. C'est cette rencontre qui a eu lieu à Kerouané. Alors, c'est à la suite de cette rencontre d'ailleurs, la nuit qui a suivi, que Lamine Kouyaté, qui était le commandant de la première zone militaire de Kindia, a été interpellé. Il a été interpellé parce que au cours de cette rencontre de Kerouané, Siaka a eu besoin d'une carte d'état-major. Les gens rentrent par tel petit hameau, c'est sur les cartes d'état-major qu'on voit ça. Donc, il
voilà, il demande si parmi les gens qui étaient là, il y a quelqu'un qui avait une carte d'état-major. Lamine Kouyaté, qui était assis à sa droite, met comme ça la main dans sa poche, il sort une carte pliée, il l'attend à Siaka. Siaka la déploie. Lamine Kouyaté, qui était assis à lui, donc, s'est rendu compte que c'est la mauvaise carte qu'il a donnée à Siaka. Parce qu'il en avait deux. Il a donné la mauvaise à Siaka. La mauvaise parce que, sur cette carte-là, en marge de la carte, c'est-à-dire la bande vierge qui fait tout autour de la carte, il y avait beaucoup de cartouches. Et chaque cartouche localisait et spécifiait les différentes positions de l'armée guinéenne. En disant le nom du PA, là où il est installé, les armements disponibles, l'intendance, le grade et la spécialité de l'officier et l'effectif. Tout était là. Pour tout ce qu'il y avait comme PA de l'armée sur toute l'étendue du territoire national. Il a commis la bêtise donc de donner ça à Siaka. Siaka, ouais, il fait comme s'il n'a rien vu. Il fait son exposé, mais dès qu'il a fini, ils ont fait les choses, il plie la carte, il met dans sa poche, il sort dans sa voiture et il prend la route pour Conakry. Lamine Kouyaté n'a rien dit. Et il a eu raison, hein, parce que bon. Donc, il vient la nuit, il trouve le président, il lui montre la carte. Et lui explique la signification de la carte. Il dit donc au président, il dit, ah, tu ne veux pas de bruit, il dit, mais il pense quand même qu'on doit interpeller Lamine Kouyaté, parce qu'il commande une zone militaire, il y a beaucoup d'hommes en armes sous son autorité. On ne sait pas quelle va être sa réaction parce que maintenant il est conscient qu'il a commis une bêtise. On ne sait pas comment il va réagir. Que donc mieux vaut le neutraliser et ne pas attendre qu'il y ait des pertes en vie humaine, des trucs comme ça pour réagir. Bon, finalement le président a donné son accord. Et dès que Lamine Kouyaté est arrivé au camp Kéméboulima à Kindia, les gens se sont occupés de lui et ils l'ont ramené au Cambaro. Mais on l'a enfermé sans bruit. La nuit là, ils ne l'ont pas interrogé. Alors, c'est le lendemain qu'ils l'ont interrogé. Lamine Kouyaté a révélé certaines choses, mais il a nié beaucoup d'autres. Maintenant, il n'a pas voulu simplement répondre. Mais comme le président n'a dit pas de bruit, ils n'ont fait aucun bruit autour de lui. Ils se sont tus. 2 semaines plus tard, c'est Amadou Ouri Diallo, et ce Amadou Ouri, je reviendrai là-dessus plus tard, parce que c'est lui qui est à l'origine de la mort de Diallo Kelly. Pas par son livre, mais par les actes qu'il a posés au Cambouaro. Mais ça, si j'ai le temps, je l'expliquerai, mais comme vous êtes limité, oui. Comme vous êtes limité, quand vous viendrez dans ce suite, on va compléter en ce moment. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Oui, alors, rapidement, parce que vous-même vous constatez que nous arrivons à la fin de cette tranche d'émission, et il y a quand même quelque chose de gênant dans l'histoire de la révolution guinéenne. C'est ce que l'on a appelé le complot Peul, la situation particulière du Fouta. Est-ce que vous en dites un mot? On dit les jeunes Peuls ont été privés de bourse d'études. Bien. Au moment de ce discours-là, j'étais à Maman. Je dirigeais la faculté d'agronomie de Tolo. Quand on dit que tous les jeunes Peuls ont été privés de bourse, je peux demander qu'on vérifie tous les étudiants de Tolo, Peuls ou autres, ont eu des bourses. J'avais 36 qui était la dernière promotion de l'ENA, puisque c'est après que c'est devenu une faculté d'agronomie. Tous les 36 ont été boursiers de l'État guinéen. Moi j'étais d'ailleurs malade à l'hôpital. Et c'est moi qui ai dit à Siké, et bon, j'ai dit, comme les étudiants de Tolo se sont classés du 1er au 36e, et ici il y a 36 bourses, c'est à eux qu'il faut donner. Parce que Siké voulait donner quand même quelques bourses aux étudiants de Farana, mais qui sont venus après le dernier de Tolo. Ah, j'ai dit ça se fera pas. On ne peut pas donner à l'avant-dernier. Hein? On ne peut pas refuser à l'avant-dernier et donner. Je dis ça, c'est pas vrai. J'ai dit, on donne d'abord à tous ceux de Tolo. S'ils n'avaient plus de bourse, on donne à d'autres. Mais on ne peut pas frustrer ceux de Tolo pour donner à ceux de Farana pour faire l'équilibre. J'ai dit ça, je ne suis pas d'accord.
Donc, on a été obligé de donner des bourses à tous les sortants de Toul. Il y avait toutes les ethnies là-bas. Or, c'est ce que moi j'ai vu. Maintenant, on me dit qu'ailleurs, on a privé des Peuls de bourse. C'est possible. Mais si c'est possible, ça s'explique. Sur 100 étudiants Peuls, boursiers de l'État guinéen, qui allaient étudier, on avait 98 qui désertaient. Et dis donc, la nation n'est pas riche à ce point-là. Quand nous donnons des bourses aux gens pour aller se former et qu'ils trahissent, on ne va pas continuer. Ça, ce n'est pas parce qu'on était contre les Peuls, on est contre les déserteurs. Et la désertion était générale là-bas parce qu'évidemment, l'environnement favorisait ça. On a fait croire aux Peuls qui sont ségrégés, enfin, on les a convaincus. Et beaucoup se sont comportés en conséquence. S'ils sont frappés pour leur comportement, ils doivent s'en prendre à leur comportement et non pas à la mesure qui les frappe. Et nous allons en finir, mais encore une fois, une question tout à fait personnelle. Les enfants de vos amis qui ont été arrêtés dans la 5e colonne, les familles de vos amis, ça vous dit? Je ne sais pas ce que tu veux que je dise à propos de leur famille. Ceux avec lesquels moi j'avais de bons rapports, j'ai jusqu'à l'heure-là de bons rapports avec eux. Les autres, ça, si je n'avais pas de rapport, je ne vais pas forcer le rapport. Mais celui qui vient à moi, il trouvera en moi un ami sincère. Un autre ami que vous avez perdu loin d'ici, c'est Nainon Béanzin et son épouse. Bon, je regrette évidemment la mort de Béanzin et celle de Yolande, auxquelles tous les deux, j'étais vraiment attaché à eux. Mais voilà, nous sommes des mortels et eux sont morts avant moi. Mais je sais que Yolande, elle, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue. Par contre, non, Yolande, elle, je l'ai vue au décès de Madame Edouard, sa grande sœur. Elle est venue ici. Son mari était notaire. Ah, j'ai oublié son nom. Bon. Bachili. Voilà. Madame Bachili. Donc, Yolande est venue, on s'est vu, j'étais avec Ibrahima Fofana, qui a été ministre de la Pêche sous la Première République. Je peux témoigner, notre rapport était vraiment excellent, il m'a donné les nouvelles de Béanzin, et j'avais toujours espéré d'ailleurs que j'irais au Bénin m'entretenir avec Béanzin. Parce qu'il y a beaucoup de choses, je me disais, je ne peux pas en parler sans discuter de cela avec Béanzin, parce que nous avons partagé ces confidences là ensemble. Et je ne voulais pas être celui qui en parle sans l'associer. Bon, je n'ai pas eu cette opportunité, je le regrette, mais mes rapports avec Béanzin et Yolande sont restés excellents jusqu'à leur mort tous les deux, et je déplore réellement leur mort. Merci Ataïr Maïga. Nous vous remercions infiniment pour toutes les informations que vous nous portez. Et ce qui est frappant, je vais vous dire deux choses qui me frappent. Vous n'avez aucune note devant les yeux et vous n'avez pas d'écrit, vous ne lisez pas, mais tout ce que vous dites, vous le dites avec beaucoup de détails, beaucoup de précision. Deuxième chose, je l'avoue, j'ai l'habitude des interviews. Quand j'interviewe quelqu'un, j'essaye de lire sur son front, moins encore sur son regard que sur sa bouche, mais sur son front. Vous êtes d'une sincérité qui est frappante. Pour cela aussi, je vous remercie et je vous prie d'accepter une troisième rencontre, une troisième partie. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. C'était, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Évasion FM 90.7, témoin de l'histoire, témoin de l'histoire, témoin de l'histoire, témoin de l'histoire, en ce dimanche 30 octobre 2016, à Ataïr Maïga. À la régie, à la technique, à la réalisation, Abou Diallo, assistant à la régie, à la technique, à la réalisation, Mamadou Diallo. Au micro, Ousmane Bangoura.
Nous sommes contents de savoir que vous nous avez suivis. Nous serons encore plus contents de savoir que dimanche prochain, vous serez en notre compagnie. À dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Évasion. Évasion Guinée. Groupe Évasion Guinée. C'est ma télé. C'est ma télé. C'est ma radio. C'est ma radio. Groupe Évasion Guinée. Évasion Guinée. C'est ma télé. C'est ma télé. C'est ma radio. C'est ma radio. Évasion. Sion. Sion.